Bonjour et bienvenue. Tu écoutes le podcast Les Afterworks de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Lorena, c'est moi, et je suis Community Manager interne. Et je vais te partager mon expérience dans ce domaine. Welcome! Bonjour à tous les auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode, le podcast il est de sortie. Et finalement, le mot afterwork il prend tout son sens. Et pour cette sortie, je ne suis pas avec n'importe qui, je ne suis pas n'importe où. Je suis avec Julien Ferré. Bonjour, enchanté. Alors Julien, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre rencontre, j'aimerais bien que tu me racontes et que tu racontes aux auditeurs où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. Bien sûr, alors aujourd'hui j'ai donné rendez-vous à Lorena au Lutetia. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que déjà c'est du côté de Saint-Germain-des-Prés, donc c'est un endroit un peu mythique de Paris. Et puis c'est un endroit que je trouve assez sympa parce que quand j'ai commencé ma carrière en agence, j'étais obligé parfois de donner des rendez-vous professionnels et j'ai découvert l'univers des palaces parisiens. Et c'est un univers assez magique où on peut accéder au summum du luxe et du raffinement juste en achetant un café. Alors c'est un café qui est un peu cher parce que c'est un café à 10 €, mais par contre on vit quelque chose qui est une expérience extraordinaire. Et une des premières fois où je suis venu ici au Lutetia, j'avais donné rendez-vous à un contact professionnel et juste à côté de nous, à deux tables, il y avait Catherine Deneuve qui était en train de faire une interview et je me suis dit mais en fait c'est vraiment la magie de Paris quoi. Bon alors Catherine elle n'est pas là, elle n'est pas à côté de nous. Mais moi je suis ravie de découvrir ce lieu que je ne connaissais pas du tout. Et donc quand tu m'as donné rendez-vous ici, j'ai un peu creusé, j'étais curieuse, donc je suis allée sur internet et sur leur site et j'ai découvert une phrase assez sympa. Et donc je cite: pour un dîner parisien réussi, assurez-vous de réunir de délicieux plats, un vin excellent et une conversation exquise. Donc je me dis qu'on doit tenir cette promesse, pour cet afterwork. Le seul problème c'est qu'on n'a pas de vin. En tout cas, pas encore. Alors Julien, pour rien cacher aux personnes qui nous écoutent, on se connaît tous les deux, voilà. On s'est rencontrés quand tu étais directeur communication chez TGV Intercité. Est-ce que tu veux un petit peu nous raconter ce que tu faisais là ? Bien sûr, alors pour préciser à nos auditeurs, j'ai commencé ma carrière en agence de communication. Pendant 12 ans, j'ai travaillé dans un métier qui a un nom un petit peu barbare qui s'appelle le planning stratégique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un métier de conseil en stratégie appliqué à des sujets de communication et de marketing. Donc j'ai travaillé pour tous les rayons du supermarché, le beurre, le lait, la soupe, les bonbons, les services, le luxe, le low cost, et ainsi de suite. Et puis au bout de 12 ans à faire ce métier, j'ai eu envie de passer du côté de mes clients. J'ai envie d'être le client et donc il se trouve que j'ai croisé la route de Rachel Picard qui était à l'époque la patronne de cette activité et elle m'a fait une proposition assez alléchante. Elle m'a dit écoute viens chez nous et viens lancer la marque TGV Inouï en communication. Il se trouve que c'est la plus grosse marque de la SNCF, celle qui a le plus gros budget de communication et aussi celle qui rapporte le plus d'argent et donc je me suis dit c'est quand même assez dingue de pouvoir toucher à cette marque mythique de TGV et d'imaginer son renouvellement à la fois comme un défi côté client et aussi comme un défi interne puisque j'avais à la fois la casquette business et puis aussi la casquette people avec comment est-ce que ce projet de marque pouvait devenir un projet d'engagement. Alors c'est vrai que ça fait une bonne transition quand même avec ce sujet-là parce que porter une marque et le lancement d'une marque qui est TGV Inouï, il devait y avoir de gros enjeux en interne. Mais avant de parler vraiment d'engagement, je voulais aussi rappeler aux auditeurs que aujourd'hui tu travailles, tu es partenaire communication donc, chez OnePoint, qui est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé notamment dans la transformation numérique. Mais tu es également directeur en sciences de l'information et de la communication au CELSA de Paris-Sorbonne, où tu as soutenu ta thèse sur le sujet des tendances. Un sujet des tendances qui est finalement devenu en 2022 également un livre qui s'intitule « Les dessous des tendances ». Est-ce que tu veux toucher un petit mot sur ce sujet ? Alors oui, effectivement, ça peut sembler un peu bizarre aux gens. Les gens souvent me disent mais t'es complètement hyperactif parce que j'ai effectivement un job que j'adore dans le conseil où je suis DIRCOM et Dir Marketing de OnePoint. Je suis professeur associé au CELSA où j'enseigne et puis j'écris des livres dans une collection qui s'appelle Les Dessous d'eux aux éditions Ellipse. En fait, ces trois facettes sont des facettes qui sont totalement reliées, c'est-à-dire que le professorat, et je pense que toi, je crois que tu enseignes aussi toi, donc tu me diras si tu ressens la même chose, mais enseigner pour moi c'est une façon de renouveler ma pratique, d'avoir un regard hyper frais sur ce que je fais et de pouvoir toujours questionner
et aussi verbaliser des choses qui sont parfois des coutumes ou des façons de faire, et donc de passer par une dimension un peu plus intellectuelle. Et puis les ouvrages, c'est une façon finalement de laisser une trace, c'est-à-dire que quand on est dire marketing, autant pour moi que pour les gens que j'invite dans les ouvrages, c'est une façon de faire que des choses qu'on fait dans l'instant, en fait, elles durent et qu'on puisse le passer à d'autres, poursuivre des réflexions et finalement avoir une approche un peu plus long terme de nos métiers qui sont peu dans l'écrit et beaucoup dans l'oral. Oui, et je partage complètement et je trouve aussi que ce soit donner des cours, écrire un livre ou même ce podcast-là que moi j'ai lancé l'année dernière, ça permet vraiment de lancer des réflexions, d'échanger et de pas rester finalement cloisonné dans son métier, dans sa profession, etc. mais de s'ouvrir aux autres et c'est ça que moi j'adore, c'est chercher le contact finalement et la relation humaine. Alors, comme tu le sais, Julien, parce que voilà, on parle de ce podcast il est centré sur l'engagement interne. Alors, il a vraiment un gros focus sur les réseaux sociaux d'entreprise parce que c'est mon expertise. N'empêche, on parle aussi d'autres sujets d'engagement de manière très générale. Et on parle vraiment de notions d'engagement sous toutes ses formes, ses facettes qu'on peut avoir. Et donc les auditeurs qui ont écouté l'épisode précédent, ils ont pu entendre le projet sur lequel on travaille tous les deux, qui est le prochain ouvrage de ta collection, donc Les Dessous d'eux, apparaître l'année prochaine, écrit par moi-même, tout à fait, apparaître donc l'année prochaine, et vraiment sur des sujets d'engagement de collaborateurs. Moi j'avais une question, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait convaincu quand je suis venue te voir et que tu t'es dit bah ouais c'est peut-être le moment de faire un sujet comme ça pour le prochain ouvrage. Alors en fait, en 12 ans, en agence, j'ai très peu fréquenté des sujets de communication interne et j'ai toujours eu le sentiment, et c'est un truc un peu partagé par les professionnels du secteur, que en gros la partie noble de la communication c'était plutôt la communication client, et la communication corporate aussi un petit peu, et que la communication interne finalement c'est souvent un peu la dernière roue du carrosse, quoi. C'est-à-dire un peu poussiéreux, envoyer des newsletters, faire des intranets. Et en fait quand je suis arrivé chez SNCF, je me suis rendu compte de l'enjeu qu'il y avait derrière la communication interne et je me suis rendu compte que finalement par exemple lancer un projet de marque ça pouvait pas se faire si jamais en fait c'était que de la com. Et quand tu dis je m'appelle TGV Inouï et pas TGV parce que TGV Inouï c'est une expérience de voyage, l'expérience de voyage c'est bien gentil d'avoir du beau matériel, d'avoir du wifi, mais en fait ceux qui la font vraiment c'est les chefs de bord, les gens que tu vas rencontrer dans la boutique et ainsi de suite, et que si jamais eux sont pas convaincus de ce qu'ils font et qui participent en fait à créer ton expérience, il se passe pas grand chose et au final tu fais de la pub mais ça ne sert pas forcément le projet d'entreprise et surtout la vision client. Et donc je me suis rendu compte des liens, et d'ailleurs c'est le sujet que j'explore dans l'ouvrage que tu as écrit, des liens entre la communication interne et la communication externe, et surtout dans un monde aujourd'hui où finalement les réseaux sociaux ont un peu tout écloisonné. Quand tu parles à l'externe, en fait, tu touches aussi ton interne, et quand tu parles à l'interne, ça peut très très vite se retrouver sur les réseaux sociaux, ça discute entre agents, ça discute entre collaborateurs, il y a des clients qui s'invitent, donc du coup en fait ça devient quelque chose de très mélangé. Et donc ça t'oblige à la fois à te dire que tout ce que tu fais va être un moment pour eux, et donc il faut arrêter d'imaginer que la pub c'est que pour les clients et que l'intranet c'est que pour les agents, et qu'il faut peut-être d'ailleurs pas faire un intranet. Et puis aussi à réfléchir à quel rôle tu donnes aux gens de l'entreprise dans ton dispositif de communication, puisqu'en fait les gens de l'entreprise se sont devenus à la fois des récepteurs mais aussi des émetteurs. Et quand un vendeur chez Sephora ou dans un magasin va parler à un client, en fait il va peut-être faire plus pour la satisfaction ou pour l'image de la marque que la pub que tu auras vue à la télé hier et dont tu ne te souviens plus. Mais est-ce que la communication interne, en fait, finalement, elle existe toujours en fait, parce que moi, je me rappellerai, je pense encore, des cours que j'ai pu avoir. Donc, ça remonte quand même un petit peu aussi pour moi. Si vieille. Non, je suis pas si vieille, mais ça remonte un petit peu. Mais où on me disait, la communication interne, en fait, on envoie une newsletter, on fait la fête de fin d'année, on fait le bilan, etc. Et qui me paraît aujourd'hui, mais inimaginable de se dire que la communication interne, c'est que ça. Est-ce qu'aujourd'hui la com interne existe toujours ? Alors, en fait,
On a toujours besoin de la communication interne, hein, c'est-à-dire que les gens ont besoin qu'on leur donne des nouvelles de ce qui se passe, de comprendre le sens, de savoir qu'ils appartiennent à un tout, à un collectif, qu'ils vont dans une bonne direction, qu'ils font des progrès, qu'on a des bons résultats, qu'on a des moins bons résultats, mais par contre on apprend et donc du coup on va faire mieux. Enfin, ça c'est toujours nécessaire. Ce qui a changé à mon avis, c'est plutôt les KPI. C'est-à-dire qu'avant, on était beaucoup sur des KPI de diffusion. C'est-à-dire qu'on se disait, bah voilà, j'ai envoyé à 10 000 personnes, donc ça veut dire que mon message est passé et c'est bon. Aujourd'hui, en fait, on sait que les KPI de diffusion, c'est totalement arbitraire et ça a peu de sens. C'est-à-dire que si tu as envoyé à 10 000 personnes mais que derrière, en fait, il n'y a eu aucune réaction, ça veut dire que c'est peut-être pas arrivé, ça n'a peut-être pas été lu, et que ça a été lu mais que ça n'a pas intéressé. Et donc, en fait, les bons KPI, ce sont des KPI d'engagement. C'est-à-dire se dire, est-ce que j'ai eu des réactions, comment est-ce que j'ai impliqué les gens, est-ce que ça a créé des conversations. Donc ça, tout ça, en fait, grâce à un réseau social d'entreprise, je peux assez facilement le voir. Je fais un post sur Workplace. Demain, en fait, si jamais j'ai des commentaires, si jamais j'ai des likes, tout de suite, je vais voir ce qui se passe. Je prends un autre exemple. Moi, toutes les 6 à 8 semaines, j'organise un live interne avec mon patron. On invite les 3000 talents de l'entreprise. Et très facilement, je vois en fait le niveau des questions, les likes sur les questions, la façon dont les gens réagissent, ils envoient des félicitations en émoticônes et ainsi de suite. Et c'est ça en fait qui crée la magie et l'engagement, c'est de voir en fait toutes ces personnes qui réagissent. Donc je pense que la communication interne existe toujours. On a toujours besoin de faire des fêtes de Noël et en fait les gens ils adorent parce qu'il y a un moment il se passe aussi quelque chose, il y a une espèce d'entremêlement entre le pro et le perso et en fait on crée une forme un peu d'émotion aussi qui va se passer. Par contre ce qui est intéressant c'est de voir comment est-ce que les gens s'engagent sur le sujet plus que de se dire bah voilà j'avais 10 000 personnes et je leur ai offert un coup à boire quoi. Je trouve intéressant parce que tu as dit le mot émotion et finalement c'est vraiment tout, c'est ce qui nous rapproche nous entre êtres humains finalement. C'est ce lien social, le fait de créer des conversations, le fait de ressentir des choses ensemble et qu'on vient plus finalement dans l'entreprise juste pour faire son boulot et repartir, mais qu'on attend beaucoup plus par ces relations humaines, par les interactions qu'on peut avoir. Et j'ai le sentiment que la communication interne va et tend vers tout ça et c'est pour ça que je me posais la question de si com interne existait toujours parce que pour moi le mot com interne est trop réducteur en tout cas en termes d'image de ce qu'on fait finalement aujourd'hui et j'ai le sentiment et qu'on peut observer des directions de communication interne qui se renomment direction de l'engagement ou autre. Moi par exemple je suis à un pôle qui s'appelle le pôle engagement et je trouve que ça porte tout son sens. Oui après je me méfie toujours un peu des buzzwords aussi, donc je trouve que c'est toujours mieux d'incarner plutôt que de dire. Donc du coup, à la limite, que ça s'appelle communication engagement, à la limite, si c'est ce qu'on fait, c'est ça qui est le plus intéressant. Et ça me faisait une réflexion aussi, je me disais, ce qui a changé aussi, c'est un petit peu un changement d'échelle. Je disais tout à l'heure, en fait, les gens étaient dans l'interne, avant, c'était considéré comme des cibles, c'est-à-dire des récepteurs. Et de plus en plus aujourd'hui, en fait, on les met au niveau des émetteurs, c'est-à-dire qu'on se dit, plus que d'en faire des gens qui vont écouter, ce qu'on voudrait c'est qu'ils parlent de l'entreprise parce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont en interaction avec des clients. D'ailleurs c'est vrai dans le B2B ou dans le B2C. Et donc moi ce que je fais beaucoup, ce que j'ai fait chez SNCF et ce que je fais beaucoup aujourd'hui chez OnePoint, c'est que je donne la parole aux gens. C'est-à-dire que je les mets en scène dans mes productions, je leur donne des formations pour qu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux au nom de l'entreprise, qu'ils n'aient pas peur de faire un post sur LinkedIn, je leur donne des éléments de langage et ainsi de suite. Et je me dis c'est intéressant parce que quand c'est une personne qui parle et pas une entreprise, c'est beaucoup plus crédible. C'est-à-dire que quand c'est une marque qui parle, on se dit toujours, mais en fait, ils ont un intérêt, et ainsi de suite. Quand c'est une personne qui parle, quand c'est un chef de bord qui dit que tu as économisé de l'énergie en prenant le train ou du carbone, bah forcément, en fait, tu le crois parce que c'est la personne que tu as croisée tout à l'heure. Donc, il y a une forme de reconnaissance. Et puis, je pense que ce sentiment aussi d'être acteur de son entreprise, ça crée de la fierté et ça crée aussi de la rétention. C'est-à-dire que parce que l'entreprise m'a fait confiance, parce qu'elle m'a laissé parler au nom de l'entreprise, bah, du coup, je me sens un petit peu faire partie de cette entreprise et je me sens même en être un des moteurs. Et donc, je ne vais pas être juste là pour le boulot, mais je vais être là aussi parce que j'ai un attachement. Donc, on rejoint en fait ce sujet émotionnel. Oui, et tu as parlé justement aussi de la frontière entre com externe, com interne, qui est vraiment très poreuse. Mais là, j'entends par rapport à ce que tu racontes que c'est la même chose, mais un peu avec les RH, donc les ressources humaines, parce que voilà, tu parles de rétention des talents, etc., de fidélisation, et que j'imagine que tout ce qu'on montre finalement en externe, le fait que c'est la parole des collaborateurs qui est mise en avant, c'est pour fidéliser et recruter les collaborateurs aujourd'hui. Exactement, et d'ailleurs,
de plus en plus, mais toi tu en es un exemple vivant, mais moi c'est pareil dans mon équipe aussi chez OnePoint. J'ai des personnes qui sont des personnes hybrides en fait, c'est-à-dire qui vont travailler, être attachées à la communication, mais en fait beaucoup travailler avec le recrutement ou avec la communication, avec les RH ou vice versa, qui vont être côté RH et recrutement, mais qui en fait vont être intégrés aux équipes communication parce que en fait ce sont vraiment des fonctions qui doivent être hybridées et travailler ensemble. Et moi je me demande, parce que là j'ai l'impression qu'on a fait un super bilan de ce qui est la communication, l'engagement, les nouveaux enjeux, parce qu'évidemment on ne va pas raconter tout le livre dans cet épisode, il n'y a pas d'intérêt. Exactement, donc c'est juste pour faire du teasing, mais c'est un bon teasing. Comment toi tu vois un peu la suite de ces sujets ? Je pense qu'il faut aussi parler de ce qui ne marche pas, de ce qui marche moins bien. Aujourd'hui il y a un vrai sujet d'usure post-Covid, c'est-à-dire que quand on a eu le Covid, on a fait des grands rassemblements sur Teams, il y avait 100% de l'entreprise qui étaient présents, il y avait une espèce de cohésion parce que les gens en fait ils voulaient avoir de l'info et ils étaient très pressés, ils voulaient en fait se retrouver, communiquer. Aujourd'hui on a un peu une érosion des supports digitaux. Donc c'est dur de rassembler les gens physiquement, d'inviter 3000 personnes, d'avoir 3000 personnes qui sont présentes. Donc il y a des gros sujets sur comment est-ce qu'on remotive ces moments-là et qu'on en fait des moments d'exclusivité où ils se racontent des choses, où il y a une raison de venir, de se connecter, et ainsi de suite. Et puis un équilibre à trouver entre le distanciel et le physique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup libéré les énergies sur le distanciel, il y a beaucoup de télétravail, mais du coup il y a aussi besoin de se retrouver. Moi je le vois rien qu'à la maille de mon équipe, j'ai une équipe marketing communication chez OnePoint qui fait à peu près 25 personnes. On a senti le besoin tous les mois ou tous les 2 mois, en plus ils sont disséminés, il y en a à Nantes, à Bordeaux, à Paris, à Aix, tous les mois. D'avoir des moments en fait où on est sûr de se retrouver, de créer une journée où même si on n'a pas forcément un truc à faire ensemble, en fait on a besoin d'être ensemble parce que une équipe c'est pas du virtuel et c'est aussi des petits moments où en fait tu vas à la machine à café, tu sors prendre une pause et en fait il y a des échanges informels que tu peux pas avoir sur Teams quand tu es sur Teams de 14h à 14h30 uniquement et qu'après tu raccroches vers ta lessive. Donc il y a besoin aussi de ces moments informels et ces moments-là, c'est des moments qui ne sont pas théorisés, c'est des moments qui échappent en fait à la communication parce que c'est des moments d'interpersonnel, mais c'est des moments qui sont hyper importants, il faut créer les conditions de ça. Alors j'ai une dernière question pour clôturer cet épisode. Oui. Elle est un peu farfelue, j'avoue, mais si la communication interne pour toi était un personnage fictif ou une personne réelle, est-ce que tu pourrais un peu la personnifier, imaginer qui ça pourrait être et pourquoi ? En fait, je vais te faire une réponse du berger à la bergère. Je pensais à un orchestre, avec un chef d'orchestre. Parce qu'en fait, la communication interne, souvent, quand on est communicant, on l'imagine de sa fenêtre. J'ai par exemple fait des conférences chez Orange. Ils me racontaient comment est-ce qu'à chaque étage, il y avait des communicants sur différentes directions et ainsi de suite. Alors qu'en fait, la communication interne, il y a plein de voix différentes. Et donc, il y a des violons, il y a des violoncelles, il y a du piano et ainsi de suite. Et selon les niveaux de l'entreprise, en fait, il y a plein de communications qui vont être émises à plein de niveaux différents. Le manager va être aussi un porteur de communication interne, les régions, par exemple, s'il y a des sièges régionaux et ainsi de suite. Et donc, le job, je trouve, de la tête de tout ça, donc du chef d'orchestre, c'est d'accorder les violons. Et c'est de faire qu'à la fin, la personne qui reçoit tout ça, elle reçoit une musique et pas une cacophonie. Et ça, c'est un vrai enjeu. Alors, pour le coup, je l'ai vécu beaucoup dans la grande maison SNCF où les gens reçoivent beaucoup d'informations, ils sont inondés par un flux très important. Et le job en haut, c'est de sélectionner, c'est d'être capable de dire bah non, ça fait trop et il ne faut pas inonder les gens et ainsi de suite. Et puis de mettre en cohérence. Parce que parfois, les messages, ils sont pas forcément cohérents, voire antinomiques, voire on dit le contraire aux gens. Et donc, d'être capable de donner du sens à tout ça et de créer une musique à partir de tous ces petits messages qu'il faut faire passer en arrivant à orchestrer tout ça. Bon question farfelue, mais réponse qui a beaucoup de sens. Merci Julien, je vais clôturer cet épisode, donc merci à toi. Merci pour l'invitation, c'est vraiment très gentil. Et donc cet épisode se termine. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité, un autre co-auteur du prochain livre. Donc je ne vous en dis pas plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est de rester connectés et on se retrouve très bientôt. C'était les Afterwork de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Merci pour ton écoute et on se retrouve au prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour être averti de sa sortie. Salut!